Notre invité d'aujourd'hui dans Mon Algérie à moi est un passionné d'histoire, né au village Aït Amar dans la commune d'Adbouadou, la wilaya de Tizi Ouzou. Et sans plus attendre, je vous propose de retrouver par Teams Monsieur Mustapha Hadjali, auteur de nombreux ouvrages sur les Algériens déportés et sur les différentes insurrections qui ont lieu lors de l'occupation française. Je vous présenter comme un passionné des thèmes historiques. C'est le cas, entre autres, de votre dernier livre paru, L'évadé de Cayenne, qui est une œuvre consacrée à un bagnard algérien. Et cette histoire, en fait, elle est inspirée de faits historiques, mais de faits réels. C'est une histoire, je peux dire qu'elle est extraordinaire, Oui. basée sur des faits effectivement réels, parce que c'est parti à partir de témoignages de ces petits-enfants. Mm. D'où vient cette passion pour l'histoire? Parce que on a tous des passions, effectivement, mais il y a sans doute le fait que vous vivez dans un village, vous naissez dans un village en Grande Kabylie qui est marqué par l'histoire, et c'est aussi les histoires qu'on vous raconte, les histoires que vous ont racontées votre père, entre autres. Quand j'étais petit garçon, une dizaine d'années environ, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de moyens de distraction, Mm. donc pas de téléviseur, pas de... Il y avait un banc en ciment qui fait le tour de la maison, de la Ouais. salle. C'était l'unique en plus. Le soir, après le couscous du soir, devant le canoun, il y a le paternel Allah yarhamou, qui nous racontait des histoires. Mm, mm. Alors, de temps en temps, il nous relatait une qui avait trait à l'évasion de Banyar. Je Mm. trouvais ça extraordinaire. À l'époque, déjà, je comprenais qu'il s'agissait d'un endroit d'où il était difficile de s'extirper. Aussi, c'était des illettrés. Et, C'était aussi des condamnés, donc ils n'avaient pas d'argent. Et c'est Mm. distant de 9000 kilomètres d'Alger. Mm. Et malgré Et, ça, il y avait quand même un certain, je dis bien un certain pourcentage seulement qui foulait la terre natale. C'est vraiment extraordinaire. ou qui arrivait à s'échapper du bagne, on verra, c'est le sujet d'un de vos livres, effectivement, et à s'installer en Amérique du Sud et de réussir sa vie, mais toujours en revenant à un moment à un autre avec le besoin de revenir effectivement à ses racines, à la terre algérienne. Et dans les histoires que vous racontez, votre défunt père, il y avait des gens, il y a des histoires réelles, des gens que votre papa aurait pu connaître. Je vous ai dit quelques mots à propos des histoires de mon père Mm, mm, et j'ai vécu ça comme un mythe jusqu'au jour où il y eut le déclic. Et ce déclic, je l'ai vécu lors d'une assemblée, d'une association que je venais tout juste de découvrir à Dar al-Mizan, l'association des oubliés de l'insurrection de 1871. mm. Voilà, dont le président est un descendant direct d'un déporté en Nouvelle-Calédonie. Alors, ce jour-là, comme j'ai eu l'occasion d'assister par le biais d'un ami qui m'a invité, lui aussi descendant de déporté, il me dit, est-ce que tu m'accompagnes à la mairie? Je lui dis, écoute, mon ami, la mairie est fermée aujourd'hui, on est samedi. Il me dit, on a une réunion. Quelle réunion? De quoi s'agit-il? Il me dit, c'est une réunion de l'association des déportés en Nouvelle-Calédonie. Tout de suite, j'étais frappé, sonné, intéressé. Je lui dis, ben, allons-y. Mm. Alors, j'ai assisté à la réunion, à l'Assemblée. Donc, il y avait le vieux Hajj Belarbi Hassan. Je leur passe le bonjour à Oui, l'occasion, tous on les leur deux. rend hommage, oui, Hajj bien sûr. Talbesh et Mm. Hajj Belarbi, ainsi qu'à tous les membres de l'association. Parce que si ce n'était pas cette association, je ne serais jamais devenu ce que je suis. Oui. J'ai assisté à l'Assemblée. Et j'étais ému quand surtout j'ai entendu le nom de Mohamed Nahmoussa, qui était chef de la tribu d'Aït Bouadou. C'est lui qui avait dirigé la population, enfin, les combattants, on va dire, d'Aït, de ce douar, perché au pied du Djurdjura, Mm. euh, pour faire le sac du village colonial de Dar al-Mizan, ainsi que de faire le siège de la redoute militaire, ce qui a duré 46 jours quand même. On est résistant, hein, on est résistant en Kabylie. Oui, alors à ce moment-là, juste en sortant de la réunion,
C'est en cours de chemin que j'ai acheté un cahier. Les stylos, j'en avais à la maison. Et c'était à partir de ce soir-là que j'avais commencé les recherches dans ce sens. Alors, j'étais ému, j'étais très content aussi. Je sais que le douar d'Et Bouadou, surtout mon village à moi, Etamal, euh, qui avait quand même donné beaucoup de martyrs, beaucoup de combattants. C'est une région qui s'est sacrifiée durant la guerre de libération, mais je ne savais pas qu'elle avait un passé aussi important dans ce sens-là. Alors j'ai découvert ce jour-là, donc comme quoi Aït Bouadou était un douar quand même qui avait participé à toutes les révoltes et j'en étais vraiment très ému. J'ai commencé les recherches donc en commençant par celui-ci, des recherches donc dans ce sens pour écrire ce livre que j'ai intitulé Les Algériens en Nouvelle-Calédonie, où j'ai traité particulièrement l'insurrection de 1871 dite de Mokrani et de Cheikh Abd. Sauf que on peut pas parler euh, de cette histoire-là, de déporter en Nouvelle-Calédonie, quand on sait que les traversées prenaient jusqu'à 4 mois et demi de navigation. Et dans pour quelles des gens, conditions? voilà, Quelles conditions? pour des gens qui venaient de découvrir pour la première fois de leur vie ce que c'était l'océan. Ou quitter C'était des leur même. montagneux. Oui, oui. La France l'appelait l'insurrection de la Grande Kabylie. Donc, c'est pour parler des Kabyles. Alors qu'il dit Kabyles, des montagnes, et ils vivaient de l'agriculture. C'était des fellahs qui entretenaient quand même des lopins de terre. Ce n'était pas de grandes étendues. Donc, qui ne laissaient pas comme ça, ne serait-ce qu'une poignée de terre en friche. Alors, ils vivaient de ça. C'était un moyen de subsistance qui leur prenait tout leur temps, toute la journée et toute l'année, et ainsi de suite. Donc, ils s'absentaient du village peut-être une demi-journée, une fois par semaine, pour aller au marché hebdomadaire pour faire ses emplettes. C'est tout. C'était une folie d'aller au littoral pour découvrir ce que c'était l'océan, pour voir la mer, etc. Non. Alors, la plupart, donc, j'ai dit, qui vivaient dans la montagne, euh, donc, j'étais très curieux de savoir comment ils ont vécu, comment ils ont supporté ces traversées. Comme je vais citer les deux convois où ils avaient embarqué. Ils étaient en nombre de 101 quand ils ont embarqué au port de Brest. Il y avait le transport La Loire qui avait à bord 39 insurgés algériens, qui est parti le 6 juin 1874, parce qu'ils n'étaient pas déportés tout de suite après l'insurrection. Ils les avaient gardés dans des prisons ici, au niveau local. Ensuite, ils étaient présentés devant l'assise des assises de Constantine. Comme ceux de Daher-Mizan, c'était le 20 mai 1873 pour donc jugement. Et ils étaient condamnés certains d'entre eux étaient condamnés à la déportation, certains en Nouvelle-Calédonie, d'autres à la Guyane française. Le premier, c'était le transport La Loire, qui était parti le 6 juin 1874. Il a fait 134 jours de navigation. Il est arrivé le 16 octobre, plus exactement, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. L'autre, c'était le deuxième, c'était le transport Calvados. Le Calvados a mis 138 jours de navigation. Et c'est là qu'avait embarqué justement notre héros, si vous voulez, Mohamed Nahmoussa d'Aït Bouadou. Donc, ils étaient en nombre de 62. Malheureusement, il était décédé 43 jours après l'appareillage du bateau au port de Brest. Donc, à l'époque, selon la loi de la mer, ils étaient jetés par-dessus bord, par-dessus bord. Oui. Si, Mustapha, dans vos différents livres, on voit la précision de l'information sur le nombre, par exemple, et le détail des insurgés et des déportés.
vous vous êtes basé sur quel document? Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais très curieux de savoir comment ils ont résisté à bord, comment ils ont vécu ces 134 ou ces 138 jours à bord des bateaux. Alors, pour le savoir, il y avait une seule solution. Alors, où c'est que je pouvais trouver ça? C'était dans les journaux de bord de ces deux navires. Alors, pour les avoir, je les ai demandés aux ANOM, aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. On m'a répondu, on m'a donné un lien, on m'a dit que on n'en dispose pas à notre niveau, mais ils m'ont donné un autre lien, c'est le service historique de la défense à Brest. Alors, j'ai écrit au service historique de la défense à Brest, mais j'ai attendu beaucoup pour avoir la réponse. Alors, on t'entend pour ne pas perdre de temps. Comme j'ai fait bon, beaucoup, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Les recherches sur les déportés de Nouvelle-Calédonie m'avaient pris beaucoup de temps. Entre-temps, durant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait environ 2000 Algériens qui étaient déportés de 1864 jusqu'à 1897, quand il y avait eu l'arrêt de la transportation des condamnés dans cette colonie pénitentiaire du Pacifique Sud. Il y avait seulement 2000, mais je suis tombé sur un chiffre effarant de 20 000 Algériens qui étaient condamnés au bagne de la Guyane française. Donc, pour ne pas perdre de temps, j'ai repris les recherches avec les Algériens déportés en Guyane. Et c'est le seul ouvrage qui existe jusqu'à présent, que pas seulement en Algérie, enfin en Algérie et ailleurs. Donc, là aussi, c'est une histoire extraordinaire. Donc, j'ai commencé à écrire l'histoire de ces 20 000, dont une vingtaine de femmes, ça aussi c'est un scoop, une vingtaine de femmes algériennes qui étaient condamnées à la peine des travaux forcés. Je veux bien qu'on rappelle le principe des colonies pénitentiaires, parce que ça répond à l'idéologie colonialiste dominante à l'époque, qui avait décidé, qui avait mis en place un système de justice à deux vitesses. Vous venez de faire allusion au code de l'indigénat. Voilà, ça c'est mon troisième ouvrage que j'ai intitulé Des révoltes populaires aux déportations. Mais j'en ai parlé donc, dès le premier chapitre du code de l'indigénat. Voilà, donc les autochtones, je veux dire les Algériens musulmans, étaient soumis à deux juridictions distinctes. Donc en tant que sujet, on va dire une race diminuée, des infrahumains, on peut les appeler, enfin, on leur a donné beaucoup de qualificatifs en tout cas. Alors, ils étaient soumis au code de l'indigénat. Voilà, le code de l'indigénat, c'était l'ensemble d'infractions soumises chacune à une condamnation, à une peine. Donc, elles étaient appliquées uniquement aux autochtones, voilà, aux indigènes, même si je n'aime pas utiliser ce vocable parce que le mot indigène, si vous voulez, si vous consultez le dictionnaire Larousse, vous allez trouver comme définition les autochtones ou habitants des lieux. Mais ce n'était pas l'image que donnait le Coran à l'Algérien. Mais pourtant, c'était quelqu'un... On comprend par indigène quelqu'un de sale, ignare, fainéant, et j'en passe. Oui, oui. Voilà. Et Donc, si Mustapha, oui, vous avez bien compris mon hésitation. D'ailleurs, moi aussi, j'ai toujours un peu de difficulté et une certaine réticence à utiliser ces termes-là, mais c'est les termes qui étaient utilisés à l'époque. C'est pour ça qu'on fait pas c'est pas une erreur de langage de votre part ni de la mienne, c'est que on était qualifié à l'époque sous ces termes-là. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour ce qui est de déportation, la peine de déportation, donc il y avait celle qu'on appelait déportation déjà. La déportation, c'était une peine qu'on appliquait pour des faits politiques. Donc dans des cas insurrectionnels, que ce soit révolte individuelle ou populaire, alors on les appelait prisonniers de guerre. Généralement, on les déportait dans les centres insulaires
voilà, des lieux dépôts, on va dire dépôts Oui, oui. insulaires de métropole. Et il y en avait plusieurs. Il y avait le fort Barescou, il y avait deux forts aussi dans la ville côtière de Sète, dans l'Hérault. Et il y avait le dépôt de Calvi et celui de Corte, donc en Corse. Et il y avait celui de l'île Sainte-Marguerite, au large Mhm. de la ville de Cannes. Voilà, donc c'était pour les déportés politiques. Mais sinon, d'autres, comme à partir de l'insurrection de 1871, comme c'était la plus grande insurrection, c'est une insurrection qui avait secoué la France. La France en avait vraiment très peur. Donc, pour ne pas récidiver, pour couper toute énergie de soulèvement à ces grands chefs, on les avait condamnés pour la première fois au plus loin. On les avait exilés donc à 22 000 kilomètres de chez eux, donc en Nouvelle-Calédonie. Cela, leur condamnation se limitait à l'exil, c'est tout. Mais il y avait, à partir de 1854, Napoléon III avait institué la loi du 30 mai 1854 sur la transportation. C'était une condamnation. La transportation, c'était le nom donné à la peine des travaux forcés. Donc, il y a la peine des travaux forcés, il y a la peine de l'exil suivie de l'exécution de travaux de grande fatigue. Mm. Voilà, c'est ça la définition de la transportation. Euh, et le plus grand nombre d'Algériens, d'ailleurs, se situait dans ce contexte-là. En 1885, sous la Troisième République, il y avait il y avait institution d'une troisième peine, c'était la peine de la relégation, Mm. c'est-à-dire au, dans un intervalle de 10 ans. Donc, elle était appliquée aux multirécidivistes. Donc, celui, dans un intervalle de 10 ans, avait accumulé de 3 à 5, voire 7 petites infractions, petits vols, petits larcins, vagabondage. Ce n'était pas vraiment des faits très importants. Mais, alors, suivi chacune d'un séjour en prison. Alors, comme la prison n'arrivait pas à les amender, ils ne voulaient pas rentrer dans le droit chemin. On disait qu'ils dérangeaient la société. C'était de la racaille. On leur avait quand même collé plusieurs qualificatifs Mm. Mm. qui diminuent l'individu. On avait institué donc cette loi pour débarrasser, comme je l'ai dit tout à l'heure, la société de cette vermine. Mm. Comme je vous ai dit, c'est des termes, tout ce que je prononce, c'était des termes qu'on avait utilisés, voilà, que j'ai trouvés dans des écrits. Voilà, c'était de la racaille, c'était de la vermine, c'était des incorrigibles, etc. Donc, la peine était l'exil à vie dans l'une des deux colonies pénitentiaires françaises d'outre-mer, soit la Guyane, soit la Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà. Donc, mais pour revenir à la loi sur la transportation, Napoléon III s'était inspiré de l'exemple des Britanniques à Botany Bay, en Nouvelle-Galles du Sud, qui est connu actuellement de ce qu'on appelle l'Australie. C'était vers la fin du XVIIIe siècle. Alors, l'Angleterre avait testé euh, le projet de colonisation de l'Australie en se basant sur la main-d'œuvre pénale. Voilà. Alors, c'est ça qui avait donné à réfléchir à Napoléon III. À l'époque, donc vers 1850, il y avait 11 000 bannières portuaires, parce qu'il y avait ce qu'on appelle des bannières portuaires. Il y avait à l'origine, il y en avait 11 tout le long des côtes françaises, mais par la suite, on en a gardé que les trois principaux, Toulon, Brest et Rochefort. Alors, il y avait 11 000, comme, pour reprendre dans ces termes, donc les termes de Napoléon III, c'est 11 000 qui grevaient le budget de l'État, pour rien. Voilà. Ils faisaient quand même certains travaux, mais ils ne compensaient pas leurs propres dépenses, on va dire les dépenses liées à leur entretien. Alors, et pourquoi ne pas les envoyer
là où ils vont payer leur faute en remuant la terre. Ça, c'est pour reprendre dans ses propres termes. Alors, en 1852, la Guyane française était décrétée colonie pénitentiaire. Donc, à partir de là, les 11 000 étaient envoyés en bloc. Euh, voilà. C'était un défilé de navires qui partaient des Tarois bagne portuaire vers le bagne d'Amérique du Sud. Mm. Ensuite, en 1854, donc pour pérenniser ce phénomène, il avait institué, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi du 30 mai 1854 portant condamnation à la peine de travaux forcés. Et ça a duré jusqu'à 1938. Euh, voilà, donc le dernier convoi de condamnés était parti en 1938. Ensuite, on avait aboli la peine de la transportation. En 1946, sous la pression des Alliés, mais aussi des représentants, les députés comme Gaston Monerville, un descendant justement d'esclaves, parce que les esclaves étaient déversés dans la colonie depuis Louis XIV et son conseiller Colbert dans cette colonie. Donc, il y a eu parmi la population beaucoup de descendants d'esclaves. Donc, je dis bien, le député Gaston Monerville avait beaucoup insisté pour que le bagne de Guyane soit fermé. Sinon, il y a eu aussi l'enquête menée par le grand reporter du petit journal parisien, Albert Londres, à partir de son voyage de 1923. Il avait fait une enquête très approfondie sur le bagne de Guyane et quand il est revenu en métropole, il y avait un enchaînement d'articles qui sortaient, qui étaient publiés chaque jour. C'est là qu'il a sensibilisé la population de ce qu'était vraiment la colonie guyanaise. Voilà. Ensuite, il y a eu, en 1928, il y avait aussi l'intervention de l'armée du salut, euh, qui était aussi pour beaucoup de choses, pour la fermeture du bagne. Donc, il a fallu attendre en 1946. Donc, le coup de pouce était donné par les Alliés qui avaient poussé De Gaulle. Voilà, tu nous as appelés pour comment dirais-je, pour t'aider, pour te soutenir, pour sortir les boches de ton territoire. Tu ne veux pas de mal à ta population. Pourquoi tu exerces toujours cette pression, ce mal dans les colonies? Donc, c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'avait commencé le phénomène d'indépendance, d'autodétermination des colonies. Sur ces histoires qui sont passionnantes, il y avait une vie carcérale, une vie de bagne qui était très codifiée en fait. C'était vraiment, les bagnards étaient soumis à un régime, à une vie très difficile. Et il y avait ceux qui étaient condamnés pour rien. Ça ne nécessitait pas une condamnation. Peut-être ils pouvaient être réprimandés ou condamnés quelques jours de prison au niveau local. Mm, mm. Mais ce n'était pas nécessaire de les déporter, de les exiler en Guyane et par-dessus tout exercer des peines de travaux forcés dans des chantiers qu'on appelait mouroirs à l'époque, parce que la mortalité elle y était vraiment très grande, très importante, surtout durant les débuts, surtout durant les 15 premières années, particulièrement de la vie, de l'existence du bagne de Guyane, pour revenir toujours au bagne de Guyane. Donc là, je vais citer quand même un point discriminatoire, c'est bon à savoir, euh, pendant qu'on en parle. Donc de 1852, depuis l'ouverture de ce bagne, jusqu'à 1867. 50% de la population du bagne était décimée à cause de la présence quand même de plusieurs maladies. La fièvre jaune, le paludisme, comme c'est dans les tropiques, bien sûr. Le paludisme, c'est dans ces régions-là qu'il sévit beaucoup. Il y avait la dysenterie aussi, c'est lié toujours au climat tropical. Le scorbut Voilà. aussi, du fait de la malnutrition.
Enfin, qui est déjà. Exactement, Oui, oui. malnutrition, même l'eau qui n'était pas potable aussi. Le choléra. Alors, j'ai dit, au bout de 15 ans, il y avait la moitié de la population du Ban qui était vraiment décimée. Alors, qu'est-ce que il s'est passé? Napoléon III avait pris, j'ai dit, une décision discriminatoire à l'égard des coloniaux. Je m'explique. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, en 1867, donc ça faisait quand même 3 ans depuis que le bagne de Nouvelle-Calédonie était ouvert. Alors, il a dit, à partir de ce moment, les condamnés métropolitains, c'est-à-dire les Français, souches, seront dirigés au bagne de Nouvelle-Calédonie où le climat est sain. C'est pour reprendre dans ces termes. Et les coloniaux, eh ben, qu'ils caractérisent. Cela a duré 20 années, quand même 20 longues années. Le bagne de Guyane a été entretenu durant 20 ans uniquement par les coloniaux. Entre parenthèses, quand je dis coloniaux, il faut compter 70% d'Algériens. Parce que 30% du total des bagnards d'un siècle étaient algériens. 70 000 bagnards, donc, y compris les métropolitains, les coloniaux, avaient foulé cette terre de bagne pendant un siècle, donc de 1852 jusqu'au dernier convoi de rapatriés datant de 1953. Donc, ça fait un siècle exactement. Donc, parmi ces 70 000, 30 000, 20 000 étaient algériens. Donc, ça représentait 30%, ce qui était un chiffre vraiment énorme. Mais parmi les coloniaux, 70% étaient algériens. Voilà. Si vous avez visité ces bagnes, vous avez eu l'occasion d'aller ou en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. J'aimerais bien, ça reste un projet. Oui. J'ai eu une entrevue avec le ministère des Moudjahidines, puisque j'ai écrit. Cela aussi, c'était des combattants quand même. Donc, on en a discuté. Bon, j'ai vu avec un de ses directeurs. Et il m'a dit que on peut vous envoyer avec une équipe de cinéastes pour la réalisation d'un reportage ou d'un documentaire. Voilà, ça vous permettra de connaître la région que vous méritez d'après vos travaux, mais aussi de monter quelque chose. Bien sûr. Alors, on évoquait tout à l'heure sur ces exilés algériens le fait que quelques-uns se sont enfuis, sont revenus souvent au pays. C'est à l'exemple de l'histoire que vous racontez, de ce roman que vous racontez, mais basé sur des faits réels, l'histoire de Salih Amar qu'on évoque dans l'évadé de Cayenne. Il y a, il y a- il y a enfin, on arrivait à s'en évader. On raconte effectivement quand même que c'était compliqué. Bon nombre se sont évadés, mais bon nombre étaient repris aussi. C'est ça qui fait que le chapitre des évasions est extraordinaire. Mm. Parce que toutes les histoires d'évasion sont extraordinaires. Voilà. C'est vrai que tout simplement parce que il était difficile de s'extirper quand même des bagnes. Déjà, le fait, même si on se retrouve dans un autre territoire, limitrophe de la Guyane, on n'était pas vraiment en sécurité. Pourquoi? Parce que la France avait signé des conventions avec les pays voisins à la Guyane, que lorsque lorsqu'un évadé est surpris et repris, il devait être signalé à l'administration pénitentiaire qui devait aller immédiatement le reprendre et le reconduire au bagne. Et bien sûr, il faut comprendre par là que la peine augmente, etc. Mais surtout quand il s'agit d'un perpète, quelqu'un qui est condamné à perpétuité, donc déjà, depuis qu'il se retrouve au bagne de Guyane, il était mis sous fer, donc une chaîne qui pèse 7 kilos, un bout attaché à la cheville, l'autre à la ceinture. Il la traîne 24 heures sur 24 pendant des années. Mais quand il est surpris comme ça dans une tentative d'évasion, il est condamné à porter la double chaîne. Donc il y aura
une chaîne de chaque côté. Donc, il va trimballer avec lui, de jour comme de nuit, 14 kilos en plus. Et c'est avec ces 14 kilos qu'il va exécuter les travaux de grande fatigue dans les chantiers forestiers surtout, ou dans les carrières de plomb. Même parmi les survivants, ou les héros, ceux qui arrivaient quand même à rallier la terre natale, l'Algérie, ceux-là aussi, quand ils étaient pris, ils étaient automatiquement reconduits au bagne. Alors, c'est ça qui a fait que euh, il se mettait en insoumission. Hein. Donc, il devait se terrer dans des forêts, dans des maquis, comme c'était le cas enfin, les compagnons d'Asrel Bachir. Lui, il n'était pas concerné. Mais beaucoup, je dis bien 80% de ses compagnons étaient des évadés du Ban, de Guyane. Voilà, donc c'est bon à savoir. Alors ceux-là, comme ils savaient, ils connaissaient cette contrainte, certains s'installaient durablement ou provisoirement en attendant que ça se calme en Algérie pour rentrer. Donc ils s'installaient toujours en Amérique du Sud. Et puis parce qu'il fallait, il fallait vivre, il fallait travailler, il fallait financer, ils avaient besoin de moyens financiers. Donc beaucoup fondaient un foyer. Oui, certainement. Le travail était indispensable. Donc, déjà, le jour où il quittait le bagne, il n'avait pas d'argent. Donc, déjà, pour poursuivre l'aventure, il devait chercher à travailler pour gagner déjà un peu d'argent pour la survie et pour poursuivre leur aventure. Mais certains, quand même, sont arrivés à s'installer, certains définitivement, d'autres, on va dire, temporairement, le temps que le ciel se dégage. Voilà. Et qu'ils puissent rentrer. Sacrée aventure quand même. Hein. Voilà. Et c'était le cas de Salih Amar qui s'est installé au Venezuela. Pourquoi au Venezuela? Parce qu'au Venezuela, déjà, il était serein. Il n'avait pas de contraintes. La France n'avait pas signé de convention avec ce pays-là. Donc, ils étaient en sécurité, on va dire. Alors, il s'est installé là-bas quand même pendant 40 ans. Il s'est engagé dans ses débuts chez un importateur denrées alimentaires, un certain González, dans une ville de l'Est du pays. C'était Ciudad Bolivar. Donc, il a exercé le métier de manutentionnaire pendant 2 ans. Ensuite, il voulait s'installer. Il voulait s'installer parce que, bon, pour donner une autre information, les condamnés alors, l'article 6 de la peine de la transportation du 30 mai 1854 stipulait la peine du doublage, c'est-à-dire pour les condamnés à 5, 6, 7 ans, et même s'il est libéré de la peine des travaux forcés, il était astreint de résider la même période de la peine dans la colonie pénitentiaire. Donc, pour les 5 ans, ce sera 10 ans, pour les 6, c'est 12, et pour les 7, c'est 14. Donc, au bout de 10 ans, 12 et 14 ans, le condamné, le libéré, l'ancien condamné était enfin libre de rentrer chez lui. Mais pour les condamnés à 8 ans et plus, la peine du doublage les incitait à résider à vie dans la colonie pénitentiaire. Donc, le seul viatique qui est resté était l'évasion. Alors, c'était le cas de Salih Amar. Il était condamné à la peine de 15 ans de travaux forcés. Donc, il s'est installé, j'ai dit, au Venezuela. Donc, après 2 ans de travail de manutention, il a quand même réussi à déboucher. Voilà, c'était des gens volontaires. Voilà, du travail. Il s'est embauché dans une mine aurifère, toujours dans la même région, dans les montagnes du sud de Bolivar, où il y avait beaucoup de mines aurifères. Et il a travaillé quand même plusieurs années. Il a amassé une grosse fortune. Ensuite, il voulait se stabiliser, fonder un foyer, etc.
Donc, il est allé plus loin, au centre. Donc, c'était à Valera, une grande ville du Venezuela. Il passerait plus Euh, inaperçu aussi. Le choix de la grande ville, oui, c'est aussi pour être moins identifié en tant que potentiel ancien bagnard, ce genre de choses. C'était pour se fondre dans la foule aussi, non? exactement, Mm, mm. exactement. Voilà. Il s'est installé durablement là-bas. Donc, il a acheté un commerce d'habillement et de chaussures de luxe avec un logement, bien sûr. Et lui, il restait beaucoup d'argent, hein, bien sûr. Ensuite, il s'est marié avec une certaine Rosario, avec laquelle, quand même, ils ont eu quand même beaucoup d'enfants, auxquels ils avaient donné une instruction, une éducation, une instruction exemplaire. Ils étaient tous instruits. Ensuite, il déménage à Caracas, à la capitale, où il a vécu quelques années avant de connaître quand même la bonne nouvelle. Donc, c'était en 1962. Et Oui. l'information lui était parvenue à travers la télévision que l'Algérie est enfin indépendante. Mm, Alors, comme ce n'était pas un exilé pour le pain, comme l'exemple de nos émigrés qui mm, partent en mm. France travailler pour subvenir aux besoins de la famille, comme vous le savez, vous êtes une Kabyle comme Et puis je suis issue de cette immigration-là, hein, donc donc, ma, vous connaissez, voilà, ma je ne naissance vous en apprends, France. je, je ne vous apprends rien. Euh, Euh, donc, cela venait quand même chaque année pour un mois de congé. Euh, Lui, ce n'était pas le cas d'un condamné. Lui, il était exilé malgré lui. C'était une condamnation. Donc, il devait rentrer. En mm, 1917, quand il était condamné, il était déjà marié à Athel Aziz oui. et il avait laissé sa femme enceinte. Donc, quand il rentre, il trouve, bon, il trouve sa femme morte, mais il retrouve Un fils. le fils, Mm. un fils âgé de 40 ans, marié avec enfant. C'était celui qu'il avait laissé dans le ventre de sa mère. Combien d'histoires comme ça. Euh, Si Mustapha, est-ce que, à votre connaissance, cette histoire est bien connue? Est-ce qu'elle est enseignée dans les écoles algériennes? Cette histoire des bagnes, de la déportation des Algériens? C'est quelque chose Rien qui de est rien. connu. Malheureusement, absolument Mm, rien. Voilà, absolument rien. Euh, bon, mes écrits, mes travaux ont à les mains du gouvernement. Voilà. Ils sont au ministère, sont à l'Assemblée nationale, au mhm. ministère de la Culture, au ministère des Moudjahidines. Donc, tout le monde en sait quelque chose. J'ai eu des entrevues, j'ai eu une entrevue même avec le conseiller du président à l'éducation nationale. On a parlé de Mm, ça. Je lui ai oui. laissé un exemplaire de chacun de mes C'est livres. un travail conséquent, puisque vous avez fait sur plusieurs années, Voilà. hein. Mm, mm. J'ai demandé à ce que il est quand même nécessaire, il est très important d'insérer comme ça ce genre de chapitre Mm, dans les manuels scolaires algériens. Pourquoi pas? mm, mm. On m'a répondu par l'affirmative. On m'a dit, bon, comme l'enseignement se fait en arabe, donc il faudrait Mm. déjà traduire Traduire, et ça d'accord, va prendre 10 années. Voilà. d'accord, d'accord. On Ouais. attend. Mais On ils en savent quelque chose. ouais, ouais. Voilà. Et puis, donc en attendant, vous participez, le livre, on connaît les difficultés de distribution des livres en Algérie, donc votre manière de communiquer, c'est de participer aussi souvent que possible à des cafés littéraires, par exemple, ou Oui, à des salons du livre. oui, voilà, je suis en perpétuel déplacement. Voilà, café littéraire, Oui, conférences, salon de livres. Voilà, j'ai fait plusieurs conférences. On me sollicite d'un peu partout en Algérie, puisque ça parle de toutes les mm, régions d'Algérie. mm, mm. Euh, euh, mais aussi, il y a les salons du livre. Déjà, à partir du 30. Euh, j'ai quelques jours dans la région de Al-Aqsa, Mhm, Bouillera. mhm, mhm. Ensuite, j'ai quatre jours à Chlef, Lassanam, Orléansville. Oui, Voilà, j'y vais chaque année, donc c'est à chaque fois début mai. Alors, là où je vais,
Donc, toutes les invitations étaient suivies dans tous les salons. Je suis programmé pour une conférence. Oui, parce que c'est à la hauteur d'un pan d'histoire, effectivement, qu'on ne connaît pas bien. Vous êtes édité en Algérie, mais je crois qu'on peut également, c'est pas je crois, on peut trouver également vos livres en France. Quelques-uns de vos livres en France. Oui, j'en ai édité aux éditions du Net. Voilà, aux éditions du Net. Bon, mais seulement trois livres. Trois livres, les autres pas encore. Mm. Sinon, j'espère trouver un éditeur qui va se charger de les éditer tous, pourquoi pas. Ce serait génial. En tout cas, si vous voulez, on conclura là-dessus, si Mustapha, si vous m'autorisez, pour mieux connaître notre histoire, effectivement, en attendant qu'elle soit enseignée, je l'espère, dans les écoles algériennes. Je rappelle plusieurs ouvrages que vous avez consacrés essentiellement aux Algériens condamnés à l'exil et dans les centres d'internement de la colonisation. Vous avez écrit Les bagnards algériens de Cayenne, Les Algériens en Nouvelle-Calédonie, l'insurrection de 1871, des révoltes populaires aux déportations et plus récemment l'évadé de Cayenne. J'en ai pas oublié hein, sur l'histoire Oui, algérienne. oui, donc pour ce qui est des bagnes coloniaux, des déportés, mais il y a mon quatrième. Il y a le quatrième, c'est bon, comme je traite Oui, le volet déportation, ceux qui étaient déportés, c'était les lieux de mm, déportation, c'était des prisons en quelque sorte, c'était des pénitenciers. oui, Voilà. Alors, j'ai enchaîné avec la guerre d'Algérie, oui. prison et camps de concentration de la guerre d'Algérie. Donc, j'ai parlé des camps de la France, les avait appelés centres de regroupement. Moi, je les appelle camps de regroupement parce que Mm, la France ne voulait pas utiliser le vocable camp. Ça oui. rappelle les camps de concentration nazis. Ben ça, c'est ça. Des Algériens qui ont vécu dans ces camps dits de regroupement l'assimilent plus à des camps de concentration, même si Oui, la comparaison est difficile, mais c'est la réalité. C'est une réalité, oui, effectivement, il tout faut à pas. fait. Comme on était tout à l'heure, on allait doucement à évoquer des termes qui étaient utilisés à l'époque comme indigènes. Camp de concentration, effectivement, camp de regroupement, il faut appeler les choses par leur terme le plus adéquat. Merci beaucoup. Dernière question, si vous m'autorisez, si Mustapha, parce qu'en plus, je vais rien vous cacher, je prends un train dans une demi-heure pour aller voir ma maman en Picardie. Donc, ce qui devrait la faire. Non, mais dernière question, si Mustapha, quels sont vos projets actuellement? Parce que vous êtes, Ben, ouais, il y a un nouveau livre en préparation, il y a. mhm. Ben, il y a, normalement, je vais le récupérer d'ici la fin du mois. Ah, génial. Voilà, ça, c'est le manuscrit. C'est un thème inédit. Voilà, comme j'ai l'habitude d'en traiter. Alors, celui-ci, je l'ai intitulé Les convoyeurs algériens dans la campagne de Madagascar en 1895. Voilà. Génial, génial. Pareil. Donc, Ouais. en 1895, il y a eu l'invasion de Madagascar par la Mm. France. Euh, Comme c'est une grande île, quand on envahit un territoire ou un pays, l'envahisseur doit faire le siège de la capitale. Oui. Voilà, et enfoncer son drapeau. La capitale, c'est Tananarive, elle est distante des côtes de 600 kilomètres. À l'époque, il n'y avait aucune infrastructure routière. Mm. Donc, euh, comment il fallait acheminer des centaines, voire des milliers de tonnes d'artillerie, d'équipements, de ravitaillement, de Mhm. médicaments Mhm. durant Ouais. les 600 kilomètres. Kilomètres, oui, Eh oui, bien, oui. comme en 1900, en 1895, ça faisait déjà 65 ans depuis la colonisation de France. l'Algérie, Oui, oui. française de l'Algérie. Parmi les officiers qui ont fait la campagne de Madagascar,
plusieurs avaient fait la campagne de la Kabylie et Mm. ils savaient, ils connaissaient tous le mode de vie des Kabyles. Il n'y avait pas un foyer kabyle où il n'y avait pas l'existence d'un âne, d'un Mm. mulet. Voilà, tout se Oh, bah, faisait. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, ils vivaient mm. de la culture de leur pain de terre. Donc, chaque famille avait besoin d'un âne pour les transports, tout ça. Ils ont disparu maintenant, mais effectivement, la valeur de Oui, l'âne entre autres en Kabylie, l'âne est un animal qui devrait être vénéré, mais bon, oui, oui. Donc ils sont inspirés de cette histoire de. Ah, d'accord. oui, Mm. il y a pas longtemps, il y a pas, jusqu'à il y a quelques temps seulement, euh, les ingénieurs, les ingénieurs algériens, pour faire le traçage d'une route, une nouvelle route, tracer une route qui mène soit vers un village, tout, ils mettaient un âne au devant. Eh bien, c'est l'âne qu'ils suivaient. C'est Voilà. génial, vous m'apprenez tellement de choses. Le plan de la route est défini selon le passage de l'âne. Mycket Voilà. là, مسكين نساو Ah, الاسكندريه. ben oui, il a rendu beaucoup de services. C'est Voilà. génial. Donc, Oui. Mm. donc Sur l'histoire de ils- Madagascar, là. Mm. bon, comme ils ont possédé tous, donc les meilleurs, aussi le Kabyle, à partir de ce moment-là, il sait euh, comment charger Mm. l'âne, comment surveiller la charge ne pas Mm. tomber, comment remettre la charge sur l'âne, sur le dos de l'âne, si jamais elle tombe. Donc, ils avaient trouvé que le seul moyen de s'en sortir durant la campagne de Madagascar était de faire appel aux Kabyles. Voilà. Alors, ils les avaient recrutés, enrôlés en nombre de 5700 avec 4000 mulets de réquisition. Oh là là. Comme c'est dans les tropiques aussi, malheureusement, Ouais, ouais. c'est une région tropicale. Et il y avait donc beaucoup de soleil, beaucoup de maladies aussi. Il y avait le paludisme et la dysenterie qui ont fait des ravages dans les rangs, que ce soit des troupes, que ce soit des convoyeurs. Sur les 5700 enrôlés, 2344 étaient signalés manquant aux effectifs, donc soit par décédés donc à cause des maladies, soit portés disparus. Mm, mm. Voilà. Sacrée leçon d'histoire, si Mustapha. Merci beaucoup. Je finirai peut-être juste sur ce point enfin, ce point de détail-là. Je ne sais pas si c'est un lien ou pas. J'ai découvert il y a récemment, en allant me promener au cimetière européen de Bollorine-Saint-Eugène, effectivement, la sépulture de la famille royale malgache, la reine je crois, de Madagascar. Alors, je ne sais pas si c'est lié à cette Oui, partie d'histoire ou pas, mais c'est une preuve. Donc, quelque temps après la signature du protectorat, donc en 1895, mm, entre le général en chef du corps expéditionnaire, le général Duquesne, et la reine Rana Valonatarwa de Madagascar. Donc, quelques temps après, tous les deux, elle et son premier ministre, chef de gouvernement, étaient exilés d'abord Wallonie. dans la Réunion. Oui, Au bout, ils sont restés quelque temps avant de les exiler en Algérie. oui. Voilà, le Premier ministre était interné à Orléansville, Asnam. Il est mort, il était décédé au bout d'une année. Mm. Quant à la reine Rana Balona-Tawa, elle était décédée à Alger, enterrée au cimetière de Bolloré, comme vous venez Ah, de génial. mentionner. Ça fait partie des magnifiques surprises. Merci parce que on se rend compte, et c'est une fierté dont il faut qu'on s'empare, nous tous, enfants d'Algérie, il faut qu'on soit fiers de cette histoire, pas toujours facile, mais de cette histoire riche. Et merci vraiment, Simstafa, de nous avoir, de continuer à nous faire connaître de manière très agréable et très accessible toute cette histoire algérienne.
pas toujours facile, comme je le disais. Donc, on va se donner rendez-vous dans quelques temps pour le prochain opus de votre histoire. Merci. Merci à Texaha. C'est ça aussi mon Algérie à moi. C'est être fier et connaître son histoire pour juste savoir, on dit toujours, hein, j'aime à le répéter, pour aller de l'avant, il faut savoir d'où on vient. Donc, merci de nous aider. On parlera une autre fois si vous voulez, parce que c'est un sujet très intéressant et qui mérite qu'on y consacre plus que quelques minutes. On parlera des descendants des Bagnards, que ce soit en Calédonie ou en Guyane, parce que je crois que vous avez des contacts avec eux. Mais je vous dis à très bientôt. Oui, ce fut un grand plaisir, Ah, madame. Texaha, merci beaucoup, c'est Mustapha.